Localisation à l'estime. Dans cet exercice, on va utiliser un filtre de Kalman pour arriver à localiser un robot. Ici, ça va être une voiture, mais à localiser un robot dans un contexte où on n'a pas de données extéroceptives, mais uniquement des données proprioceptives. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se recaler par rapport à notre environnement. On peut juste intégrer l'équation différentielle qui régit le comportement du robot. Et à l'aide du fil de Kalman, on va pouvoir en déduire une ellipsoïde d'incertitude. Alors ici, le robot qui va être considéré, ça va être une voiture décrite par ses équations différentielles. Alors l'équation d'état, la voici. Bon, xy, c'est la position du robot, θ, c'est son cap, v, sa vitesse, et delta, c'est l'angle des roues avant. Alors ici, on a pris un modèle tricycle, c'est-à-dire on a supposé qu'on avait une seule roue avant, bon, ça revient au même. Alors v, c'est la vitesse de la roue avant. Donc c'est directement lié à la vitesse de rotation de cette roue, qu'on va supposer ici motrice. Alors, on considère qu'on n'a pas de bruit sur l'évolution de x et de y, puisqu'on a une relation de nature géométrique ici. En revanche, pour l'évolution du cap, et bien, étant donné que la voiture ou le tricycle peut éventuellement glisser, on a rajouté un petit bruit alpha-θ sur le cap. Sur la vitesse aussi, ça ne correspond pas exactement aux entrées. Donc U1, c'est l'accélération désirée, et V point, c'est l'accélération réelle. Donc on va rajouter un bruit pour tout simplement signifier que cette accélération réelle n'est pas exactement égale à celle demandée. Et de même pour en ce qui concerne l'angle de roue avant. Bon, c'est un modèle avec ses imperfections, mais donc on peut remarquer qu'on a uniquement considéré du bruit sur l'évolution de θ, V et delta. Alors, ici, on considère que les bruits pour alpha-θ, alpha-V, alpha-delta sont blancs. Alors, blanc, ça veut dire indépendant dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance ou il n'y a pas de corrélation entre le bruit à l'instant K et à l'instant K plus 1. Ou si comme c'est le temps est continu, entre deux instants T1 et T2 différents, alors on n'a pas de corrélation entre le bruit à l'instant T1 et le bruit à l'instant T2. On n'a pas de continuité non plus. Alors non seulement ils sont blancs, mais ils sont indépendants entre eux. C'est-à-dire le bruit sur θ, sur V, sur delta ne sont pas corrélés. Donc on dit souvent qu'on a une indépendance dans le temps, c'est la blancheur, et une indépendance dans l'espace, c'est-à-dire suivant les variables d'état. Et ça, c'est ce qui ici est signifié par l'indépendance entre ces bruits. Alors le temps est continu. Donc d'un point de vue mathématique, c'est pas forcément. On va avoir ici un bruit qui aura souvent une puissance infinie. Donc c'est un objet mathématique qui peut se décrire par des distributions aléatoires. C'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. En revanche, dès qu'on discrétise, ces bruits deviennent des bruits blancs classiques, faciles à interpréter. Alors, première question. On vous demande, on vous dit alors, que le robot est équipé de capteurs proprioceptifs qui lui permettent de ce qui se passe. Ces capteurs proprioceptifs lui permettent de savoir ce qui se passe dans le robot. Donc, il a une boussole, il est capable de mesurer ses tours de roue, donc sa vitesse, son angle de la roue avant, bon, tout ce qui le concerne lui directement. Mais il n'est pas capable de percevoir un amer au loin, d'utiliser un GPS. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de discrétiser ce tricycle avec une méthode de l'air afin de pouvoir le simuler sous MATLAB. Donc, on va devoir considérer des variances pour les bruits qu'on va tous considérer ici, pour simplifier, égaux à 0,01 fois dt. Bon.
Alors dt, c'est le pas de discrétisation. Alors on peut prendre 0,1 seconde ou 1 centième de seconde. En gros, il faut que la simulation visuelle soit cohérente avec ce qu'on pourrait s'attendre pour le robot réel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, ici, l'évolution, on remarque que la matrice de variance, plus dt est petit, bien évidemment, plus l'erreur va être faible. Mais on pourrait s'attendre à une erreur pour la variance, ou si on préfère pour l'écart type, qui évolue en fonction de dt. De façon équivalente, que la variance évolue en fonction de dt au carré. Alors ça, c'est un phénomène bien connu de la marche aléatoire, où on a une évolution de l'incertitude, non pas en fonction non pas de façon proportionnelle au temps, mais par rapport à la racine carrée du temps. Donc l'écart type qui va qualifier le bruit pour passer de l'étape K à l'étape K plus 1 n'évoluera pas en fonction du temps, en fonction de dt, mais en fonction de sa racine carrée. Ou si on préfère, la variance, qui est le carré de l'écart type, va évoluer en fonction de dt. Donc ça, c'est assez subtil, mais on ne rentrera pas dans ces détails. Donc je vais aller sur MATLAB, et puis je vais lancer un petit programme. Je vais créer un nouveau programme. Alors, je vais ici File New, puis le script, je vais faire une nouvelle fonction que je vais appeler, alors elle ne va rien renvoyer, ça va être ma fonction principale. Je vais tout mettre dans une fonction, ça me permet de créer des sous-fonctions et d'avoir tout dans le même fichier. Donc, je vais appeler TED Reckoning. Voilà, ce qui signifie navigation à l'estime en anglais. Alors, premièrement, il va falloir donner ma fonction d'évolution. Alors, ma fonction d'évolution, c'est celle qui m'est donnée ici. Ah, il va falloir que je saisisse cette fonction d'évolution pour commencer. Alors, je vais créer une sous-fonction. Function. Cette fonction d'évolution, donc ça c'est classique, on l'a déjà fait plusieurs fois. X dot, ça c'est x point, égale à f de x virgule u. Et puis ici, le end de cette fonction. Donc je vais faire dot égale, et là, il va me renvoyer, tout d'abord, je recopie donc ces équations que j'avais ici, là. Donc V fois cos delta fois cos θ. Donc V, c'est la quatrième composante. Donc ici, je vais rentrer x de 4 pour V, multiplié par cos de x de 5, multiplié par sin de x de 5. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, c'est la même chose, sauf qu'ici, j'ai alors tout à l'heure, j'avais un cosinus ici, et maintenant, j'ai un sinus. La troisième ligne, c'était... alors, il n'y avait pas ça, donc je vérifie ici directement. Ah donc c'est sin de delta, donc de x, hop, hop, hop. Alors attention, ici c'est de 5, et ici c'est de 4. Attention. Enfin, U de 1, U de 2. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir commencer ma simulation. Condition initiale. Pour x, alors ça, je vais mettre, ça va être le main, le programme principal. Donc, pour la condition initiale, je vais rentrer le vecteur d'état,
0, 0. Alors pour l'angle, je sais pas, je vais rentrer pi sur 3. Ensuite, je vais rentrer une vitesse de 1, par exemple 1 mètre par seconde. Et puis ici, un angle pour les roues avant de 0,3. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, voilà pour ma condition initiale. Pour le dt, alors le dt, je vais le prendre par exemple de 1 centième de seconde. Et enfin, je vais faire ma boucle principale, portée allant de 0 avec un pas de dt jusqu'à... Alors au début, je commence pas trop gros, je commence 1 seconde seulement pour pouvoir débugger. Enfin, ici, je mets le n dès maintenant. J'efface l'écran. CLF. Bon, hold on. Pour qu'il m'efface tout à chaque fois. Enfin, quoi qu'ici, peu importe. Je vais faire... enfin, je préfère le mettre maintenant, par habitude. Je vais rentrer ici maintenant un terrain qui va aller de moins 20 à 20 pour x. Et moins 20 à 20 pour y. Donc éventuellement, je modifierai après. Pour qu'il me trace quelque chose de relativement carré, je vais mettre axis de square. Et je vais devoir simuler mon système. Alors pour simuler mon système, je vais faire une méthode de l'air, x égale x, plus f de x virgule u. Alors u, pour commencer, je ne l'ai pas encore défini. Allez, je vais mettre 0. 0,0, c'est-à-dire que j'agis pas dessus pour l'instant. Multiplié par dt. Et bon, une fois que j'ai ça, je dois avoir une fonction file open, alors qui s'appelle dans toutes mes fonctions, qui doit s'appeler voilà, drawcar. C'est cette fonction-là qui est donnée ici. Je reprends ici, je vais faire un drawcar et je vais sauvegarder ce fichier. Enregistrer. Hop, je l'avais dit. Bon, peu importe. Voilà. Donc maintenant, je vais à la fin faire un drawNow pour qu'il me l'affiche dès maintenant et qu'il ne bufferise pas jusqu'à la fin. Alors maintenant que cette simulation par la méthode de l'air est effectuée, je vais rajouter du bruit gaussien avec des bruits qui ont pour variance 0,01 fois dt. Alors je vais fabriquer ma matrice de covariance pour l'état, G alpha, mon bruit d'état. Et la matrice de covariance, comme indiqué dans l'exercice, c'est dt fois quelque chose. Alors, en effet, ça dépend de dt. dt, ici, j'ai pris 0,01. Mais si je prends quelque chose de plus grand ou de plus petit, suivant la puissance de l'ordinateur, j'aimerais pas que le comportement soit radicalement différent. Donc ici, je vais prendre une matrice diagonale. Et je vais mettre du 0,0 parce qu'il n'y a pas de bruit d'état sur les premiers. Par contre, il y a du 0,1 pour les autres. Alors en effet, c'est indiqué dans l'énoncé ici. Alors, maintenant, ça va me permettre, cette matrice, pour ma simulation, de créer un alpha donc un bruit, qui sera, alors je vais utiliser la fonction multi-valued, donc MV normal comme gaussien random. Ça me permet de tirer un vecteur aléatoire avec une certaine variance. C'est le premier argument. Et puis, ici, la matrice de covariance G alpha. Bon, et puis ici, je vais rentrer la moyenne, 0, 0 et 0. Et comme il me sort un vecteur ligne, je transpose en mettant un prime.
Ça me donne un vecteur colonne. Et je vais pouvoir le rajouter ici. Plus alpha. J'ai donc ma simulation bruitée. Je le lance maintenant. On peut voir, elle remue un petit peu, ce qui est lié au bruit. On a le bruit sur les angles des roues avant, le comportement, alors peut-être sur la vitesse aussi, c'est pour ça qu'elle a un comportement peut-être assez étrange. On rectifiera peut-être le bruit à la suite pour avoir quelque chose de réaliste. Mais bon, pour me rendre compte ici, donc je ferai une autre condition initiale. 4 mètres secondes. Qu'est-ce que ça va me faire? Voilà, alors là, il y a des erreurs dans mes équations d'état. Quand j'ai un comportement comme ça qui n'a rien de physique, c'est que j'ai forcément une erreur dans mes équations d'état. Donc, une erreur dans la fonction d'évolution. Alors, je regarde ici déjà. La méthode de l'air est à peu près bonne. Ici, ah bah oui, θ, c'est pas la 4e valeur. Θ, ça doit être la 3e, voilà. Donc là, déjà, il y a une erreur. Il va falloir que je corrige ça tout de suite. 3 et 2,3. Et ça, c'est bien donc, ma vitesse. Alors là, je devrais avoir un comportement beaucoup plus cohérent. Alors, je lance. Bon, en effet, le comportement est peut-être plus cohérent. Ouais, bon, ça a l'air. Alors, pour me rendre compte, ici, je vais éviter de rajouter un bruit. Alors, je vais mettre 0 fois alpha. Et je resimule comme tout à l'heure. Alors, je suis étonné tout à l'heure de ne pas l'avoir remarqué. Oui, il a un comportement cohérent. Voilà. Voilà pour la simulation. Alors pour cette deuxième question, on nous demande d'exprimer le problème de localisation sous une forme linéaire et discrétisée. Alors tout ça, c'est pour pouvoir utiliser un fil de Kalman. Il va falloir formater notre problème d'estimation en un problème avec, en un problème d'estimation d'état avec du bruit gaussien, éventuellement des observations, ce qui ne sera pas forcément le cas ici, étant donné que on cherche principalement à faire un prédicteur, donc il n'y a pas la partie observation. Alors, pour cela, on va reprendre nos équations, et les équations d'état, les voici. On va regarder ce qui est linéaire et ce qui ne l'est pas. Alors, on remarque ici, ici, on va avoir des quantités comme cette quantité-là, qui est complètement non linéaire, puisqu'elle fait intervenir un cosinus. Pareil pour cette quantité-là, c'est des quantités où on fait clairement apparaître une évolution non linéaire. Mais alors, lorsqu'on a des angles, souvent en robotique, on passe à travers des fonctions trigonométriques et on est capable, enfin on passe beaucoup d'énergie à essayer de bien mesurer les angles. Soit avec des boussoles, soit avec des centrales inertielles, soit avec des compteurs de tours. Par exemple, pour l'angle des roues avant, c'est ce qu'on va devoir utiliser. Donc ce qu'on peut considérer, c'est que cette quantité-là est connue, de même que cette quantité est connue si on est capable de mesurer les angles, ce qui est le cas ici. Donc, on va regarder là où intervient la linéarité. Alors, qu'est-ce qui intervient de façon linéaire? Si on suppose qu'on connaît tout ça, alors ça va être connu. On va avoir ici une évolution linéaire. Et enfin, on va se ramener à un système d'équations d'état, mais il va falloir que je supprime des variables d'état comme θ, qui ne nous intéressent pas, on va considérer qu'elles sont mesurées. Et je vais donc, et cette quantité-là, bien sûr, qui ne m'intéresse pas, puisqu'elle devra traverser un cosinus et un sinus, et en plus, je les mesure.
Donc c'est là où je vais éventuellement tricher un peu, c'est que je vais poser une nouvelle variable d'état que je vais appeler z, qui va être constituée des variables x qui sont estimées, y que je ne connais pas, la vitesse que je connais, puisque j'ai 2 ohms, ou j'en ai pas, mais enfin bon, ici je peux supposer que j'en connais. En tout cas, je peux les garder parce qu'elles vont intervenir ici de façon linéaire. Donc elles ne me gênent pas. Et je vais pouvoir utiliser un fil de Kalman pour cela. Une fois que j'ai ça, eh ben, il va falloir, pour alimenter le fil de Kalman, que j'exprime quelque chose sous la forme z point. Alors je verrai pour la discrétisation après. Égale une matrice A qui dépend de Z, plus quelque chose que je vais appeler ici U, plus un bruit que je vais appeler alpha. Pas forcément cela, mais en tout cas, voilà, je dois pouvoir l'exprimer de cette façon-là. Et en effet, alors c'est ce que je vais faire maintenant. Je remarque que si je pose Z qui est donné de cette façon-là, je vais avoir Z point. Alors, Z point qui vaut, alors Z point, ça correspond ici à X point, Y point et V point. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal ici. Alors, j'ai ma première matrice qui va faire intervenir 0. 0. Ici, du fait de cette quantité-là, je vais avoir cos delta, cos θ, multiplié par V. Or, V, ça va correspondre à Z de 3, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Donc je vais le noter ici. Alors, je vais recopier le Z. X, Y, V. Ici, 0, 0, je vais avoir du cos delta sin θ. Pour le dernier, je vais avoir V point, alors je ne regarde pas cette équation-là, je regarde uniquement celle-là, et là je vais commencer à faire intervenir le U. Donc ici, je vais avoir plus, hop, alors, je prends un peu plus de place, donc ici je vais avoir 0, 0, U de 1, U1, et puis ici je vais avoir plus, au niveau de mes bruits je vais avoir 0, 0, et puis ici je vais avoir alpha V. Voilà. Donc voilà, tout ça, ces lignes que je viens d'écrire, correspondent à ces deux premières lignes-là et à cette ligne-là. Les autres, elles n'existent plus, puisque je considère que θ et delta sont mesurés avec une bonne précision. Bon, alors maintenant, il va falloir que je discrétise tout ça. Alors pour le discrétiser, je vais faire un peu comme tout à l'heure, en faisant attention pour mes matrices de covariance. Alors, pour la discrétisation, je vais obtenir zk plus 1, alors je vais appliquer une méthode de l'air, zk plus 1 qui va être donné par quoi? Ben, ça va être, alors lorsque j'applique la méthode de l'air, je vais déjà avoir l'identité, puisque je rappelle, alors là je vais peut-être l'écrire directement ici, zk plus 1, ça va être égal à zk,
plus z point de k fois dt. Donc c'est ça que, et z point il est donné juste au-dessus. C'est ça z point. Donc c'est ça que je vais devoir réécrire. Alors, bon, je remets ça, je vais tout mettre sous forme matricielle. Je vais avoir ici, alors le zk ça me donnait 1 sur la diagonale, 1 et 1. Ensuite ici, je vais avoir le dt par ma formule d'Euler fois cos delta. Alors ça dépend du temps plus cos θ qui sont mesurés. Ici, dt cos delta sin θ. Le tout multiplié par zk. Ici, j'ai des zéros. En ce qui concerne le U, je vais obtenir ici 0, 0. Et puis, j'ai le dt par ma formule d'Euler qui me donne dt fois U1. Et enfin, plus toujours mon alpha k. Alors ça, si vous voulez, ça correspond à uk. Et là, je vais écrire mon alpha k. Alors le alpha k, c'est toujours 0, 0. Par ma formule d'Euler, c'est dt, fois, ici, c'est alpha v. Voilà. Donc, j'ai cette boîte-là que je vois ici, la boîte que je suis, qui est là. Donc, cette relation linéaire qu'on voit là va alimenter mon filtre de Kalman. Je vais donc avoir ici ma matrice AK qui va alimenter mon filtre de Kalman, le UK aussi, et celui-là, je ne le connais pas, le alpha K, je ne le connais pas, mais je vais pouvoir calculer, enfin, je peux obtenir sa matrice de covariance. Alors, troisième question, il va falloir utiliser maintenant un filtre de Kalman pour prédire à l'estime la position du robot. C'est ce qu'on appelle le dead reckoning. Et lorsqu'on utilise un filtre de Kalman, on cherche non seulement à prédire où se trouve le robot, mais aussi systématiquement à donner la matrice de covariance associée pour qualifier l'incertitude. Alors, je reprends ce qui avait été donné ici. On a donc deux vecteurs d'état. Alors, on a deux vecteurs d'état. On a le vecteur d'état x, x qui va aller, alors, x, y, θ, v et delta. Donc ça, c'était le premier des vecteurs x. Et on avait sélectionné là-dedans 3. Alors celui-là, celui-là et celui-là. Donc le premier, le deuxième et le quatrième, pour former un vecteur qu'on avait appelé z. Voilà. L'avantage de z, c'est que contrairement à x, il est décrit par une évolution linéaire. Or ici, il y a tout un savoir-faire on a mis lors de la discrétisation un bruit de 0 ici. 0 ici, c'est pas exactement le cas. Il y a quand même un bruit de discrétisation qu'il aurait fallu prendre en compte, qu'on n'a pas fait ici. Bon. Donc ça, toute l'incertitude, on va les mettre dans les matrices de covariance. Mais le fil de Kalman, il va falloir l'alimenter par cette matrice-là sur Z. Donc le fil de Kalman ne perçoit que des choses qui évoluent linéairement entre elles. C'est le cas pour les variables qui constituent Z, peu importe si les matrices AK, les vecteurs UK, etc., dépendent du temps ou non. Bien évidemment, ici, AK va changer dans le temps. Alors, on va programmer ça sous MATLAB. On reprend le programme. On avait une condition initiale ici pour X. Et pour Z, il va y avoir
le Z chapeau, Z hat du filtre de Kalman. Alors, il va falloir l'initialiser comment? Je vais prendre X, et puis je vais lui prendre, je vais lui prendre la première composante, la deuxième et la quatrième. Alors, la deuxième et la quatrième pour la vitesse. Voilà pour Z. Alors maintenant, il va y avoir une matrice de covariance pour Z, pour appliquer le filtre de Kalman, que je vais appeler GZ. Dans le cas du dead reckoning, je connais ma condition initiale. Donc, je la connais avec certitude. D'ailleurs, je viens de le faire comme ça. Je l'initialise avec ma vraie valeur. Donc, GZ, je vais mettre ici, pour la matrice de covariance, comme je n'ai pas d'incertitude, je vais mettre 0. Alors, je vais mettre, par exemple, 0, 3 lignes, 3 colonnes, qui en fait qualifient le déterminisme. Je connais exactement ma condition initiale. Alors, une fois que j'ai ça, je vais avoir deux matrices. Alors, je vais peut-être la sortir celle-là puisqu'elle ne dépend pas du temps. Je vais avoir ma matrice que je vais appeler G alpha. Alors maintenant, je vais distinguer les deux. Je vais avoir G alpha X. Et puis ici, je vais obtenir G alpha X. Là, pour ma simulation, alpha X plus alpha X. Bon. Et puis, je vais avoir ma deuxième matrice pour Z que je vais appeler G alpha Z. Alors, G alpha Z, ça va être pareil. dt fois diagonale, sauf qu'on va avoir que les trois composantes. Alors, je vais mettre ici 0,01. Alors, à la fois pour le bruit de discrétisation, mais pour le dernier, j'aurais pu mettre quelque chose de beaucoup plus petit ici. Bon, je mets ça comme ça par simplicité. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fabriqué ça, il va falloir que je conçoive mon U. Alors, le U, il était donné ici. Bon, alors, il valait dt fois U1. Bon, il est donné ici. Il y a la dernière composante qui change, mais dans mon cas particulier, dans ma simulation, j'avais mis U1 qui valait 0. Donc, je vais reformer ça de la façon suivante. Je reviens ici. Je vais reformer mon vecteur U, que je vais appeler, mettons, UX. Et UX ici, il valait 0, 0. Et ici, j'ai mon UX. Je vais tout mettre ça sur la même ligne. Voilà pour mon évolution. Maintenant, en ce qui concerne le UZ, alors le UZ, c'est pour le fil de Kalman, c'est pas tout à fait le même, il est composé de 0, 0, et la dernière ligne était composée de dt multiplié par UZ, alors UZ de 1. Donc là, je ne fais que recopier ce qui est donné ici. UZ, c'est dt fois U1. Alors, une fois que j'ai fabriqué mon UZ, je vais pouvoir appliquer la situation. Alors, bon, je suppose que j'ai soit je suppose que j'ai des odomètres, soit je suppose que je n'ai pas d'odomètre. Bon, je ne sais pas ce qui est signalé dans l'exercice. Alors, un capteur d'angle, on ne parle pas d'odomètre. Capteur d'angle qui renvoie l'angle delta de la roue avant, on ne peut pas d'odomètre. Donc, si on n'a pas d'odomètre, on ne mesure pas la vitesse V. Alors, si je ne mesure pas la vitesse V, ça veut dire que pour mon fil de Kalman, je vais avoir un Y qui va être égal à vide. Alors, je reprends mon filtre de Kalman, avoir l'en-tête. Kalman, voilà. Copier. Je reviens là et je vais faire coller.
Donc ici, je vais avoir, pour ça, peu importe en ce qui concerne la prédiction, je vais avoir ici Z chapeau, donc Z hat. Ici, je vais avoir un gamma Z qui va évoluer. Ici, je vais avoir un Z hat, gamma Z. Ici, je vais avoir un UZ. Y, c'est le vide. Alors, je vais avoir... bon, je vais peut-être, pour que ce soit plus clair, je vais peut-être ici mettre Y égale le vide et mettre ici Y. Ici, je vais avoir ma matrice C. Alors, ma matrice C qui vaut aussi le vide. Donc ici, je mets ma matrice C. Je vais avoir G bêta qui vaut aussi le vide. Et je vais avoir ma matrice AK à programmer. Alors ma matrice AK, qui est appelée ici, AK, c'est celle qui est donnée ici. Donc elle a D1 sur la diagonale. Elle est donnée par 1, 0, dt fois, alors ici je vais avoir un cos de x de 5, que je connais puisque je mesure l'angle des roues avant, multiplié par, grâce à la boussole, j'ai le cos de x de 3. Voilà, retour à la ligne, 0, 1. Puis ici, j'ai en gros à peu près la même chose. Je fais un copier-coller. Sauf qu'ici, j'ai un sinus de x de 3. Alors, hop, je le mets sous cette forme-là. Point virgule. Et pour la dernière ligne, je vais avoir un 0, 0, 1. Voilà. Ici, AK et C. Je crois que j'ai à peu près tout le monde. Point virgule. Alors, bien sûr, ici, il me souligne parce que je n'utilise pas le G alpha ici. Il va falloir que j'utilise le G alpha Z, bien sûr. Parce qu'ici, il y a ambiguïté entre le alpha Z et le alpha X, qui ne sont pas exactement les mêmes. Je lance. Là, il y a une erreur. Alors, il me dit que UZ n'est pas défini. UZ... Ah oui, d'accord. Donc ici, c'est UX. Bon, donc il a l'air déjà de tourner. Il va falloir que je visualise les matrices de covariance, donc les ellipsoïdes de confiance. Alors, pour voir les ellipsoïdes de confiance, je vais reprendre ici l'entête de la fonction Draw-ellipse. Et ici, je vais tracer. Alors, ça va correspondre à Z hat, mais seulement je vais prendre que les premières composantes, c'est-à-dire X et Y correspondent à la position, je ne prends pas la vitesse. Ici, je vais prendre GZ. Alors pareil, il y a les dimensions 3, 3, mais je vais prendre que les composantes correspondant à la position. Bon, le coefficient, la probabilité, je vais prendre une ellipsoïde à 0,9. La couleur, alors la couleur, je vais par exemple le faire en black.
puis l'épaisseur, allez, en 2, peu importe. Ici, eh ben, je vais le lancer, voir ce que ça me donne. Alors là, je vois l'ellipse, elle est toute petite. Alors ça, c'est pas bon. Je vais donc prendre une simulation un peu plus grande. C'est normal qu'elle soit toute petite parce qu'au début, il n'est pas perdu. Peut-être qu'au bout de 10 secondes, il sera un peu plus perdu. Alors là, on voit l'ellipse qui augmente et qui augmente. Bon. Alors là, on peut voir... bon, elle n'est pas réellement perdue. Je vais quand même prendre une plus grande simulation. Je vais mes échelles... au lieu de prendre moins 20, je vais peut-être prendre moins 50. Et je le lance. Grandit. On voit l'ellipse qui augmente toujours. Et elle contient bien la position parce que la position elle est centrée sur le milieu de l'essieu arrière. Bon là il tourne tout le temps à gauche, ce qui est pas... Bon, enfin ça reste quand même sur 40 secondes, donc il n'est pas étonnant qu'il soit pas trop perdu. Faut bien comprendre pour un sous-marin, il peut partir pendant des mois, ou un navigateur, un bateau, de la même façon. Cette incertitude, il ne faut pas qu'elle évolue trop vite non plus. La taille de cette ellipsoïde évolue en racine carrée du temps. Plus le temps avance, et moins elle grossit vite. Dans ce contexte-là, en revanche, comme on n'a pas d'odomètre, elle va peut-être évoluer de façon linéaire. Bon, là elle tourne toujours. Oh. Peut-être l'arrêter. Ah bah il s'est arrêté. Alors si maintenant j'avais eu des odomètres, j'aurais eu plus d'informations puisque j'aurais été capable de mesurer la vitesse. Dans ce cas-là, l'ellipsoïde aurait dû augmenter normalement moins vite. Alors c'est ce que je vais voir maintenant. Je vais rajouter un cas, alors ça c'était sans odomètre. Sans odomètre. Je ne peux pas mesurer la vitesse. Si jamais je mesure la vitesse, alors que vaut y? Alors y qui vaut x de 4. Alors x de 4. Ensuite, ici, je vais avoir la matrice C qui vaut maintenant, eh ben, je mesure la troisième composante de Z, c'est-à-dire x de 4. Voilà pour C. Puis ensuite, je suis obligé de donner une matrice de covariance pour l'erreur de mesure. Et puis ici, je vais mettre, par exemple, 0, alors ça dépend de la précision de mes odomètres qui me permettent d'obtenir la vitesse. Alors mettons que j'obtienne ici quelque chose de 0,1. Dans ce cas-là, ce qu'il aurait fallu mettre dans le tirage aléatoire, alors le tirage aléatoire que je vais reprendre ici, coller. Ici, je vais quand même rajouter un bruit de mesure. Plus, alors ici, je vais prendre un bruit centré avec une matrice de covariance qui correspond à cette erreur. Donc 0,1 parce qu'ici j'ai 0,1. Alors ça c'est avec odomètre. Avec un log. Un log c'est ce qui mesure la vitesse. Voilà, donc celle-là je peux même la mettre en commentaire. Je lance. Ah ben, l'ellipsoïde, du fait de cette nouvelle information, doit normalement moins augmenter moins vite. Hein, c'est-à-dire que je vais avoir plus de précision du fait de cette nouvelle information.